Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Made in Africa. Aujourd'hui dans Made in Africa, nous recevons une fois de plus Monsieur Kwang, CEO de l'entreprise Hightech Environnement et président fondateur de la FACEM, entendez par là la Fondation africaine des commerçants et entrepreneurs du Maroc. L'édition précédente ayant suscité beaucoup de réactions, nous sommes revenus vers l'entrepreneur visionnaire, Monsieur Kwang, pour en savoir plus sur les possibilités d'électrification rurale à 3 000 € par kilowatt installé sur fonds de financement participatif, ce qui est, n'est-ce pas, pour la plupart des jeunes, un gage de développement responsable et inclusif en Afrique. Sans plus tarder, nous allons nous entretenir avec Monsieur Kwang. Bonjour, Monsieur Kwang. Bonjour. Alors, Monsieur Kwang, merci une fois de plus. Merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est la première fois d'ailleurs que notre émission Made in Africa se produit à l'extérieur de nos studios. Nous revenons vers vous tout simplement parce que beaucoup d'auditeurs ayant suivi la précédente édition ont souhaité en savoir plus, n'est-ce pas, sur vos propositions d'électrification rurale à 3000 watts. Ils voudraient savoir de quoi s'agit-il exactement. Est-ce que vous avez quelques exemples? 3000 watts, en fait c'est 3000 € le kilowatt installé. Voilà, c'est juste voilà, c'était plutôt 3000 € le kilowatt installé. Voilà. Mais écoutez, avant de répondre à votre question, voilà, je voudrais qu'on revienne sur quelques chiffres. Parce que la problématique énergétique en Afrique, et tout le monde en parle, mais peu de gens en connaissent l'ampleur. Voilà, donc il est souhaitable qu'on regarde, depuis la veille des indépendances, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, on était en esclavage. À partir de 70, eh bien, quand on regarde l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, 14% en années 70. Il y avait environ 70 millions d'habitants, à peu près. Seuls 14% avaient accès à l'électricité. L'Amérique latine, 15%. À l'Afrique subsaharienne, 4%. Voilà. La Chine, déjà, en 70, 40% des populations chinoises avaient accès à l'électricité. L'Asie-Pacifique, 25%. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir que dès le départ, l'Afrique est lésée en termes d'électricité. Ouais. Alors, 20 ans plus tard, pour comparer, l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, on est passé de 14% à 35% de la population était déjà avec de l'électricité et la population avait augmenté. Donc, on est passé de 70 millions à 108 millions d'habitants. Alors qu'en Afrique subsaharienne, la population est passée de 220 millions à 340 millions et on était à 8% d'électricité. Bref, c'est important parce que à l'heure où je vous parle, tous les pays dits développés sont électrifiés à 100%, plus ou moins. Voilà. Pratiquement à 100%. Et les autres zones du monde, les moins électrifiées, ont un taux d'électrification, un taux d'accès supérieur à 90%, 70% en tout cas. Au Maroc, nous sommes plus à l'ordre de 95% du taux d'accès à l'électricité. Tandis que dans les pays d'Afrique subsaharienne, ah oui, non, mais quand je dis l'accès à l'électricité, ce n'est pas être raccordé à l'électricité, comme c'est le cas en Afrique subsaharienne, vous êtes raccordé, mais vous êtes tout le temps délesté, il n'y a pas d'électricité en continu. Mais moi, quand je dis électrifié, ça veut dire que vous avez le service continu d'approvisionnement en électricité. Alors que, donc, en ce moment, nous avons en Afrique subsaharienne, en moyenne, 12% à 15% du taux d'accès à l'électricité. Donc, vous avez accès à l'électricité, mais ce n'est pas ça qui est important d'être raccordé. C'est que le service, la fourniture de l'énergie n'est pas continue. Donc, vous avez
comment dire, des délestages, il y a des mois, quelquefois des semaines, les gens n'ont pas d'électricité. Et donc, du coup, ces calculs de taux d'accès à l'électricité, ces chiffres-là ne sont pas tout à fait significatifs. En fait, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas d'électricité. On peut le dire comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait que, puisque l'Afrique, d'ici 30 ans, en 2050, nous connaissons à peu près la population de l'Afrique subsaharienne, comment elle va évoluer, de l'Afrique en général, comment elle va évoluer, on va dépasser le milliard, enfin, on est déjà proche du milliard, on va aller plus loin que le milliard. Et si les infrastructures nécessaires pour la vie des populations ne suivent pas, eh bien, le taux d'accès à l'électricité ne va pas beaucoup changer. Et donc, il est question de se prendre en main, comme j'ai demandé à la jeunesse la dernière fois, et de mettre en œuvre des mesures idoines pour résoudre la problématique énergétique. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le choix de la technologie, parce qu'il ne suffit pas encore une fois d'être raccordé, il est encore important que la solution d'électrification, notamment celle qu'on préconise ces années en Afrique subsaharienne, oui, les gens qui viennent électrifier l'Afrique, c'est toujours des gens qui viennent d'ailleurs, et ils viennent avec des solutions qui, en fait, à mon sens, ne correspondent pas à la problématique africaine, parce que, voyez-vous, les solutions qu'on propose pour l'électrification rurale de l'Afrique sont des solutions de type solaire, éolienne, etc. Alors que, pour voir quelques chiffres, quand on observe ce tableau, ce graphique, depuis l'année 1900 jusqu'en 2015-2020, par là, et voilà l'évolution des consommations énergétiques d'énergie primaire dans le monde. Quand on observe cette courbe, vous voyez, entre 1900 et 1940 ou 1960, il n'y avait pratiquement pas d'énergie consommée. Les gens utilisaient essentiellement de la biomasse, les aliments qu'ils consomment, la mécanique, c'était donc la force musculaire, et il n'y avait pas beaucoup de consommation d'énergie. Et depuis le lendemain des indépendances, à partir des années 60, il y a une évolution exponentielle des consommations énergétiques, notamment le charbon, donc qui est en dessous là, puis il y a du pétrole. Sur cette bande-là, c'est la consommation de la part du pétrole. Là, c'est la part du gaz qui est en vert. Et là, c'est la part du nucléaire qui est en jaune. Puis, la part de l'hydraulique qui est donc en bleu, vous voyez. Et puis, en dernier lieu, nous avons les énergies renouvelables. Voyez-vous, nous sommes en 2019. Et regardez, dans le camembert des consommations énergétiques mondiales, voilà la part des énergies renouvelables qui ne représente absolument rien par rapport au profil de consommation des énergies produites et consommées dans le monde entier. Les énergies renouvelables ne représentent même pas 3% dans cette distribution. Ce qui montre que ce n'est pas avec les énergies renouvelables qu'on se développe. Parce que les autres pays qui sont développés consomment effectivement les autres sources d'énergie. Et si c'est l'Afrique, en Afrique qu'on préconise les énergies renouvelables pour leur développement, on comprend bien que on a problème. Voilà, très bien. Alors, donc, nous avons... Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Eh bien, pour décider d'un choix technologique d'électrification rurale, il est important de procéder par analyse comparative des différentes solutions qui existent, qui sont maîtrisées. Vous savez, la technologie, elle n'est pas propre à un peuple. Vous voyez, la technologie, c'est celle qu'on échange et qui est la chose la mieux partagée. D'ailleurs, c'est les cultures sont propres aux populations, mais la technologie, on l'échange. Alors, à notre sens, si on avait demandé à l'Afrique de se prendre en main pour être électrifié, eh bien, les Africains utiliseraient ce qui est à leur portée. C'est-à-dire les énergies primaires qu'on trouve en Afrique et qui correspondent aux problématiques environnementales mondiales que nous connaissons. Parmi les énergies renouvelables, on a compris que les énergies fossiles ne sont pas intéressantes pour pas mal de gens, pour des raisons environnementales. Tout le monde n'est pas d'accord sur le principe, enfin, ce n'est pas le débat. Alors, par contre, le choix du soleil, et il faut bien qu'on nous explique, parce que nous, dans nos études que nous avons faites,
Ici, nous avons comme solution énergétique le charbon, le gaz, l'hydroélectricité, le nucléaire, l'éolien et puis le photovoltaïque. Alors, ce tableau, je ne vais pas être long. Qu'est-ce qu'il indique ce tableau, cette analyse comparative? Nous avons sur la première ligne l'unité d'électrification, on va utiliser le kilowatt installé. Pour chaque kilowatt installé, combien ça coûte, qu'est-ce que ça permet de faire et quel est le retour sur investissement, etc. Alors, on a fait cette étude, on a constaté que pour le charbon, il faut 1500 € pour installer 1 kilowatt, une solution au charbon. Voilà, c'est-à-dire une centrale thermique qui utilise le charbon comme combustible, qui convertit le charbon en énergie électrique avec tous les dégâts environnementaux qu'on connaît. Alors, donc, et puis, il y a le gaz, qui est aussi une énergie primaire qui peut produire de l'électricité, et c'est le moins cher, ça ne coûte que 800 € par kilowatt installé. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les concessions qui arrivent chez nous veulent installer des choses au gaz, parce qu'il n'y a pas d'investissement, pratiquement pas. Par contre, le coût d'exploitation global sur la durée d'exploitation est beaucoup plus élevé, puisque le gaz, il faut l'acheter. C'est pas renouvelable en plus. Je ne parle pas des dégâts environnementaux. L'hydroélectricité, c'est 3000 € par kilowatt installé en moyenne. Je parle de pour la production d'électricité, pas le transport et la distribution. Et quand on va, pour aller plus vite, au niveau du solaire qu'on nous recommande, on constate que c'est pratiquement le même prix, 3000 € le kilowatt installé pour le solaire photovoltaïque. Alors, cependant, comme la puissance installée, comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas l'énergie. L'énergie, c'est ce qui est produit par l'équipement, et cette production se fait dans la durée. Alors, avec une centrale solaire photovoltaïque de 3000 € par kilowatt installé, eh bien, l'énergie n'est produite que lorsqu'il y a du soleil. C'est très important pour les gens qui décident des solutions technologiques à installer en Afrique aux fins de production, de transformation, de développement. Lorsque j'installe 1 kilowatt de solaire, je n'ai de l'énergie que lorsqu'il y a du soleil. Lorsqu'il y a du soleil. Et donc, quand il n'y a pas de soleil, cette installation ne sert à rien et ne fait rien. Ne produit rien. Je suis là dans l'analyse comparative. Je ne dis pas que le solaire n'est pas une solution à considérer dans certaines hypothèses. Tandis que l'hydroélectricité, pour le même kilowatt installé, nous qui avons de l'eau qui abonde dans nos cours d'eau, parce que la pluviométrie est intéressante, et on peut faire des barrages de retenue, il est possible que les centrales électriques que nous installons chez nous puissent être approvisionnées 24 heures sur 24 toute l'année. Ce qui fait que la puissance de 1 kW qu'on a installé va produire l'électricité en permanence avec la même intensité. Alors, c'est très important parce que nous, on a besoin de cette énergie pour pouvoir transformer nos matières premières et pouvoir développer. Alors, ça, je vais sauter, on va revenir sur une autre émission parce que rien que cette analyse comparative fait l'objet d'une émission. Alors, ce qui est important, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le coût d'exploitation globale, lorsque j'évalue le prix de revient du kilowatt installé avec l'énergie photovoltaïque par rapport à l'énergie hydraulique, je me rends compte que l'énergie photovoltaïque, eh bien, revient de 14 à 15 fois plus cher que le même kilowattheure produit de façon avec de l'électricité, avec de l'hydroélectricité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on vient de dire que une solution est permanente et l'autre est intermittente. Voilà. Raison pour laquelle nous pensons que la Banque mondiale et tous les autres financiers, c'est pas sur eux qu'on compte, mais s'il y a cette ressource mise à la disposition pour électrifier l'Afrique, nous pensons qu'il est souhaitable que la jeunesse africaine soit impliquée dans ce processus afin qu'elle soit formée de manière qu'elle puisse contribuer elle-même à cette électrification par une technologie viable, une technologie qu'on maîtrise
la durée de vie d'installation du solaire photovoltaïque est de 25 ans. La durée de vie de l'hydraulique, c'est de 100 ans. Et donc, le photovoltaïque, lorsqu'il est amorti au bout de 25 ans, il faut, au bout de 25 ans, on ne sait pas à quel niveau l'Afrique sera. Donc, peut-être qu'il va encore falloir aller à la Banque mondiale, chercher de l'argent, etc. Nous, on pense que si la jeunesse est formée dans les techniques de l'hydraulique, comme les pays européens se sont développés autrefois avec de l'hydraulique, hein, pendant qu'on y est, mais ça c'est un autre sujet. Donc, nous, on pense que le gisement hydraulique étant réel sur place, et l'hydraulique étant une énergie renouvelable, nous sommes en pleine campagne de sensibilisation à l'utilisation des énergies renouvelables. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que les investissements soient orientés vers les énergies renouvelables productives de puissance pour permettre à l'Afrique de transformer elle-même ses matières premières en produits finis et limiter les importations dont on connaît les dégâts. Et surtout d'avoir un réel développement. Ben oui, parce que, voyez-vous, les autres pays se développent parce qu'ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie. Voilà. Alors, maintenant, dites-nous, comment est-ce que vous comptez intéresser un bel exposé moi, personnellement, mon point de vue, je pense qu'il y a vraiment là une très bonne matière à exploiter. Mais comment est-ce que vous comptez intéresser la population rurale, les promoteurs industriels ou encore les élus locaux qui sont à peu près votre cible, les personnes à qui vous voulez vraiment faire passer ce message? Est-ce que vous pensez qu'ils seront réceptifs à cela? Bien entendu, oui. Toute personne qui est désireuse d'évoluer, de se développer, de s'épanouir, n'est pas insensible aux problématiques énergétiques. Nous connaissons tous les conséquences des délestages permanents auxquels nous sommes soumis. Et donc, s'il y a une alternative envisageable qui vise à réduire ou à éradiquer les problèmes d'approvisionnement en énergie, cela intéresse manifestement tout le monde. Alors, la jeunesse africaine, la stratégie dans le cadre du projet Belita, hein, qu'on a évoqué la dernière fois, eh bien, il est question, puisque la technologie elle est maîtrisée. Voilà, l'hydraulique existe depuis la nuit des temps, et avant c'était la roue hydraulique, et après c'était les centrales hydroélectriques, et actuellement c'est toujours la même technologie, elle n'a pas beaucoup changé, et donc elle est maîtrisée. La jeunesse africaine sait parfaitement que les compétences nécessaires pour y parvenir, pour se l'approprier, ne sont pas abstraites. Nous, on a tout mis en place, tout est prêt pour passer au mode opératoire qui consiste à former des centaines d'Africains à la production d'énergie hydroélectrique avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan énergétique, sur tous les autres axes de développement. Alors, oui. Oui, alors justement, j'allais vous demander de savoir quels sont les avantages et les inconvénients liés à cette technologie. Eh bien, la technologie en elle-même n'a pas d'inconvénient en soi, puisque la transformation de l'énergie qui se produit entre l'énergie hydraulique, qui est une énergie donc sous forme potentielle et cinétique, et l'énergie électrique, c'est une technologie efficiente sur le plan énergétique. L'énergie hydroélectrique est gratuite. Tant qu'il y a de l'eau, il y a cette énergie, et donc elle peut être convertie en travail dans une centrale électrique. Alors, les inconvénients que d'aucuns évoquent quelquefois, notamment sur le plan environnemental, ce ne sont pas des inconvénients, puisque la retenue d'eau, quelquefois qui est nécessaire pour un cours d'eau qui n'est pas régulier, pour un débit qui n'est pas régulier, on a besoin de faire un barrage pour avoir de l'eau en continu en période d'étiage. Souvent, il y a des inondations en amont, n'est-ce pas, du barrage. Il y a une grande surface, un grand volume d'eau qu'il faut stocker, parce que l'eau qui vient dans le cycle hydraulique, l'eau vient des pluies, il y a une partie qui ruisselle pour aller vers la mer, il y en a une autre qui s'infiltre, il y en a une autre qui s'évapore. Alors, et donc pour avoir toujours de l'eau à disposition, aussi bien pour la production d'électricité que pour les utilisations des populations, pour l'irrigation, la consommation, etc., eh bien, il faut faire des barrages. Mais en Afrique, il n'y a pas de barrage dans l'Afrique subsaharienne, donc les gens pensent que nous souffrons de manque d'eau. En fait, on ne souffre pas de manque d'eau, il y a de l'eau en permanence. Mais c'est comme il n'y a aucun barrage de retenue pour rendre cette eau disponible toute l'année. Toute cette eau qui tombe, se ruisselle, elle va vers la mer,
Et on pense que il y a le changement climatique, il y a plus d'eau, il y a la sécheresse, etc. C'est pas vrai. La pluviométrie est la même partout, d'année en année. Au Maroc, il y a des dizaines de barrages. Il pleut pas autant au Maroc qu'au Cameroun. Mais au Maroc, il n'y a jamais de pénurie d'eau. Par exemple, il y a dans les filières agricoles sont toutes irriguées en permanence. Donc quelquefois on fait des forages, on fait des bombes, etc. Mais enfin, il y a de l'eau lorsque on veut la rendre accessible. Voilà. Alors, techniquement, comment est-ce que vous pouvez déployer cette technique, cette technologie, autant pour moi, alors, mais sur le continent et sur le pays déjà, et pourquoi pas sur le continent? Oui, il y a rien de plus simple. Il n'y a rien d'aussi simple. Ouais. Alors, vous pouvez regarder sur ce schéma. Nous avons un cours d'eau qui arrive. Nous avons sur cet endroit une sorte de dénivelé entre l'amont et l'aval. Alors, puisque on parle de financement, il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Pour les petits cours d'eau, ici, nous devons nous en occuper nous-mêmes, sans grand financement, sans faire venir des multinationales étrangères. Si elles veulent venir, elles sont les bienvenues. Mais si on veut nous occuper nous-mêmes de nos solutions énergétiques, les cours d'eau qui sont chez nous, il y en a tellement, nous pouvons les équiper de milliers de centrales hydroélectriques pour produire de l'électricité. Je vous signale qu'à l'heure où je vous parle, la France possède plus de 2500 barrages hydroélectriques. Nous n'en avons que la France possède 2500 barrages hydroélectriques. Enfin, centrales hydroélectriques, on va dire. Et ça, vous savez le faire. Et donc, si un pays comme la France, qui a l'énergie nucléaire, l'énergie, toutes les autres énergies que vous pouvez imaginer, trouve le besoin avec une hydrologie qui n'est pas aussi importante que celle du Cameroun, tout le besoin de construire jusqu'à 2400, 2500 centrales hydroélectriques pour son approvisionnement en énergie, c'est dire combien c'est intéressant de faire d'utiliser, de profiter de la puissance et de l'eau pour produire de l'électricité. Le Cameroun qui a une hydrologie beaucoup plus importante, avec un potentiel estimé à, des gens disent 20 000 mégawatts de puissance disponible, ça c'est pour la grande hydraulique, eh bien nous n'en avons que 3 ou 4. Vous voyez un peu? Donc rien que cela suffit pour qu'on se dise, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'hydraulique? C'est un truc simple. C'est une turbine qui est actionnée par de l'eau, la force de l'eau, soit la force de l'eau qui vient sous forme de vitesse, soit la chute de l'eau qui tombe, donc, et qui actionne une turbine qui, elle, dans son mouvement de rotation, est couplée à un alternateur. L'alternateur génère de l'électricité. Voilà. Et tout le monde a l'électricité dans le quartier, dans le village, dans le pays. On fait plusieurs centrales hydroélectriques le long de tous les cours d'eau. On fait des réseaux, on raccorde les centrales entre elles. Et on ne va pas avoir 2500, mais si on avait même 500, au lieu de 3 ou 4, voyez-vous, ce serait quand même pas mal. Alors donc, en attendant qu'ils nous aident, comme ils le font toujours, à faire ce qu'ils ont envie de faire, nous on pense que on peut tenter à se jeter à l'eau, c'est un exercice intéressant entre nous, on sait le faire, on a sûrement des budgets qui sont disponibles, puisqu'il y a déjà des budgets votés pour nous mettre des solaires photovoltaïques, on peut nous en donner une partie, je termine, on peut nous mettre à notre disposition une partie pour que nous en occupions, mais de toute façon, s'il n'y a pas de budget qui vient d'ailleurs, voilà, nous on a une solution. Je venais là justement en disant, et si jamais le gouvernement ne mettait pas à votre disposition le budget, comment comptez-vous faire? Vous avez parlé tantôt de financement participatif. Oui, bien sûr. Comptez-vous faire appel à la population pour n'est-ce pas, se déployer pour pouvoir, parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Le Cameroun a plus de 6 ans de délestage, 6 ans ou plus. Je pense même 10 ans de délestage continu. Il y a urgence aujourd'hui à ce que la population puisse vivre avec une électricité sûre. Alors, vous, avec votre solution, pensez-vous que si les Camerounais se décidaient de faire appel à vous, vous pourriez en combien de temps, n'est-ce pas, électrifier
ces zones-là qui sont aujourd'hui toujours dans le délestage? Eh bien, c'est simple. C'est simple donc de répondre à cette question et d'apporter une solution. La problématique de délestage en Afrique subsaharienne, à mon sens, elle est structurelle. Je m'explique. Oui. Pendant la colonisation, certaines infrastructures électriques, il n'y en avait pas beaucoup, étaient installées et le lendemain des indépendances, juste après, les efforts ont été produits pour construire certains équipements de production d'électricité. La population était très faible. Presque 100 millions d'habitants, 150 millions d'habitants sur toute l'Afrique subsaharienne. Voilà, un peu moins de 150 millions. Alors, et donc ces infrastructures n'étaient pas suffisantes, mais enfin, elles ne permettaient pas de percevoir, de ressentir les effets des délestages, puisque comme la consommation énergétique n'était pas très importante, d'énergie électrique en tout cas, eh bien, il y avait ce sentiment de continuité de service d'électricité. Il n'y avait pas de délestage, parce qu'on était peu nombreux et les infrastructures pouvaient le permettre. Alors, mais avec l'augmentation de la population, la croissance de la population, la démographie, les investissements dans les secteurs de production d'électricité n'ont pas suivi. Ce qui fait que la population augmentant à la cadence qu'on connaît, eh bien, la structure existante ne suffit plus pour l'approvisionnement en électricité, eh bien, les délestages s'installent de façon structurelle. Ce qui fait que tant que nous n'aurons pas investi dans la production de l'électricité, comme je vois faire ici et là, où on fait dans les raccordements, les branchements, on raccorde les gens les uns et les autres, ça ne sert à rien de raccorder les gens s'il n'y a pas de production d'électricité, ça ne va faire qu'amplifier le processus de délestage. Donc le problème, c'est la puissance électrique installée en Afrique subsaharienne qui est déficiente. Je prends un exemple. Dans un pays comme... moi, j'aime bien la France parce que, vous voyez, je suis de culture française, hein, j'ai hérité de cette culture. Nous avons 140 000 mégawatts de puissance électrique installée. 140 000 mégawatts. Tandis que dans mon pays, à moi, nous avons moins de 1500 mégawatts de puissance installée. Bon, mais vu de cette manière, on ne peut pas comprendre rapidement, parce que si on ramène les choses par personne, nous avons moins de 50 watts par habitant. 50 watts par tête de pipe dans les pays de l'Afrique subsaharienne, tandis que chez les autres, ils ont plus de 2000 watts par personne. Voyez-vous, 2000 watts de puissance installée par personne, de puissance électrique installée par personne, et chez nous, c'est dans l'ordre de 50 watts, certains ont 20 watts par personne. Donc vous comprenez que cette énergie-là, qui est mise à la disposition de chaque personne, qui est ridicule, ne permet à personne de faire quoi que ce soit. Alors, même pas allumer une lampe. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est ça la vraie problématique. Et donc, il est question d'installer des systèmes de production d'électricité pour réduire le ratio, n'est-ce pas? Ce ratio, et le ramener, on ne va pas arriver à 2000 watts par personne, comme chez les autres, mais au moins qu'on sorte de 50 watts à 500 watts. Enfin, ce serait déjà formidable. C'est déjà formidable. Voilà. Et ça, on peut le faire nous-mêmes, en attendant que les autres qui veulent bien nous aider fassent quelque chose de significatif. Nous-mêmes, on peut y apporter des solutions. Alors, voilà. comment en faisant quoi? Eh bien, comment le problème qui se pose souvent, comme je disais tantôt, c'est le problème de financement. Les gens pensent que c'est de l'argent qui fait tout. Mais je rappelle que lorsqu'on observe un barrage hydroélectrique, je parle de ceux qui existent, on voit le génie civil. C'est du béton, c'est du ciment, c'est du gravier, du sable. Tout cela, c'est pas importé. C'est des matériaux qui sont locaux. Voilà. Donc, il est juste suffisant de travailler avec des carrières
des produits de carrière, de les charrier vers le site de production et d'utiliser le liant, ciment, faire du ferraillage, enfin, l'ingénierie nécessaire pour la construction d'un barrage, nous l'avons. L'école polytechnique, nous avons des écoles polytechniques dans tous les pays d'Afrique, enfin, on forme des ingénieurs en génie civil. Ben, ces ingénieurs, ce ne sont pas que des prescripteurs, c'est des gens qui sont des concepteurs. Donc, il faudrait que les politiques africains fassent également confiance à ces jeunes, en leur confiant des projets, n'est-ce pas, afin qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire pour que, plus tard, ils puissent également former d'autres et que afin qu'on cesse à chaque fois qu'on a besoin d'une infrastructure, qu'on fasse appel à l'aide extérieure. Alors, Monsieur Kouan, dites-moi, selon vous, pourquoi une initiative comme la vôtre n'est pas toujours déployée en Afrique? Êtes-vous le détenteur exclusif de cette technologie que vous semblez si bien maîtriser? Vous l'expliquez tellement bien, ça a l'air très facile, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'Afrique souffre toujours de ce problème d'électricité? Il n'y a personne d'autre en dehors de vous qui puisse implémenter cela? Non, je ne pense pas. Non, attendez, ce n'est pas une question de modestie, c'est simplement un peu de bon sens. La technologie n'est pas la propriété d'un individu. Et puis, je pense que nous sommes nombreux à savoir ce qu'il faut faire. Simplement, ils ne sont pas nombreux à en parler. Enfin, moi, je dis un peu plus haut ce que tout le monde pense tout bas. Le problème est quoi? C'est que l'Afrique, enfin la réponse à cette question, elle est plutôt politique. Et moi, je n'ai pas envie à chaque fois de faire allusion à la situation, au contexte politique de l'Afrique pour justifier. Je ne sais pas justifier, je sais juste expliquer. Parce que voyez-vous, si les politiques africains confiaient des projets aux Africains pour leur réalisation, eh bien, je pense que les choses se feraient différemment. Mais il me semble, quand j'observe, que ces politiques n'ont pas forcément la latitude des projets qui sont réalisés, puisqu'ils n'ont pas de financement. Souvent, les financements viennent d'ailleurs, soit des emprunts, soit des crédits, mais tout cela, il y a des conditionnements. Alors, les financiers subordonnent l'octroi de crédits à des conditionnalités qui font que, eh bien, les projets sont toujours confiés aux entreprises étrangères. Alors, est-ce que ça rentre pas, vous n'êtes pas en train de rentrer là dans le cadre de la monnaie, le CFA, des trucs comme ça, qui sont un petit peu autour, on dit un peu partout que c'est cette monnaie qui accroche l'Afrique à la pauvreté? Oui, mais enfin, bon, moi, je ne veux pas me prononcer directement sur cette question, mais ce qui est clair, c'est que si nous avions la possibilité d'acheter parce que nous vendons des produits à l'étranger. Les matières premières de l'Afrique subsaharienne sont vendues à l'étranger. Et donc, lorsqu'on échange avec un pays étranger, il nous rémunère en sa monnaie. Cette monnaie-là, c'est une devise. Et ce qui fait que lorsque nous avons besoin d'un produit que nous ne pouvons pas produire chez nous, on lui rend cette monnaie pour qu'il nous donne le produit que lui, il fabrique. Alors, c'est cela la capacité de pouvoir échanger les biens et les services entre producteurs et consommateurs de zones économiques différentes. Alors, donc, je pense que le nombre de tonnes de cacao, le bois, les mines, les produits agricoles, le coton, depuis des siècles, mais je parle que des indépendances, depuis la veille des indépendances, le lendemain des indépendances, si ces produits qui sortent, effectivement, étaient rémunérés en contrepartie en devises, eh bien, nous aurions de quoi nous approprier toutes sortes d'équipements dont on a besoin pour pouvoir électrifier et créer des industries chez nous. Mais bon, je ne dis pas que c'est le franc CFA qui est responsable de la situation, mais je pense que les décisions politiques sont à l'origine, ne sont pas tout à fait
adapté à la situation de l'Afrique. Les raisons, je les ignore, mais moi je parle de la situation. Je comprends que si nous avions les moyens d'électrifier, l'argent pour acheter, équiper les centrales hydroélectriques, rien n'empêche le gouvernement, qui souffre lui aussi de ces problèmes de délestage, d'ordonner l'acquisition des équipements pour qu'on réalise tout le gisement d'hydroélectricité qu'il y a dans nos pays africains. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que, encore une fois, ils n'ont pas cette latitude pour des raisons diverses. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission et Monsieur Kouan, si vous aviez un message à passer à cette population qui souffre, n'est-ce pas, du manque criant d'électricité en Afrique, ce serait quoi? Eh bien, je dirais simplement que ce problème de déficit énergétique et de délestage peut être résolu au moins partiellement si les populations s'impliquaient elles-mêmes. Voilà, le projet Bellita, il y en aura sûrement d'autres, vise à accompagner la jeunesse africaine qui s'intéresse à s'investir dans la production de l'énergie, utile. Ce ne sera pas que l'hydroélectricité, ce sera toutes les autres énergies renouvelables et même des notions sur les autres formes d'énergie, parce que les autres formes d'énergie restent utiles. Les énergies fossiles notamment, il n'y a qu'à regarder un peu, on a vu tout à l'heure, la part des énergies fossiles qui est consommée tous les ans, c'est dire que c'est quand même ces énergies qui permettent aux usines de tourner. Il n'y a pas de train électrique qui tourne avec du solaire photovoltaïque. Alors donc, cette jeunesse-là, je l'invite à adhérer à notre projet parce que nous avons le projet d'accompagner le maximum de jeunes, les former à l'acquisition de la technologie de production de l'électricité à partir des cours d'eau, quels qu'ils soient. S'il y a des rivières ou des fleuves où il y a une hydrologie suffisante, et il y a une, comment dire, où le relief le permet, on peut installer à certains endroits, le même cours d'eau peut avoir des centaines de barrages hydroélectriques, des centaines de centrales hydroélectriques, à chaque endroit où le potentiel le permet. Question donc de contribuer à la production de l'électricité dans le site concerné. Ça veut dire quoi? Ça signifie que si dans un village, il y a un cours d'eau qui passe et que dans les parages, il n'y a pas d'électricité, ces jeunes de ce village ou de cette commune peuvent se décider de contribuer à la réalisation d'une unité de production d'électricité dans la commune par un processus de financement participatif qui pourra faire l'objet d'une autre émission. C'est une forme de financement où les concernés mettent en commun leurs ressources pour réaliser un projet pour lequel ils sont tous bénéficiaires. Donc, je pense que la part financière nécessaire à la réalisation de ce projet peut être trouvée facilement en lançant un appel à manifestation d'intérêt, parce que les autres parts, on a dit, matières premières, ressources naturelles, donc compétences, savoir-faire et ressources logistiques, tout cela, c'est des choses qui existent chez nous. Et donc, s'il y a de l'argent dont on a besoin, on peut lancer un appel à manifestation d'intérêt et obtenir les budgets nécessaires pour réaliser ne serait-ce qu'un projet pilote, pour que les gens voient de quoi on parle. Si demain, il y a possibilité de réaliser un projet pilote dans n'importe quel pays d'Afrique, on le réalise, on voit combien il est possible de produire localement de l'électricité et de généraliser le projet sur tous les sites où il y a ce potentiel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci Monsieur Kouan de vous être prêté au jeu, à notre petit jeu de questions-réponses. Nous serons également avec vous à la prochaine édition. Cette fois-là, il s'agira de nous parler de l'assainissement d'eau potable dans les foyers, en Afrique toujours, un autre souci. Et nous serons encore ravis de vous avoir avec nous. C'est ici que va s'achever cette édition de
Made in Africa pour aujourd'hui. Vous avez parlé largement et amplement de l'électrification en Afrique. 1 kilowatt installé pour 3000 € payés. C'est bien ça. Exact. Voilà, donc c'est ouvert aujourd'hui pour... D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est comme un SOS ouvert à tous ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de ce problème énergétique d'électrification, de pouvoir se joindre à votre projet Bellita, qui, n'est-ce pas, a pour ambition de donner, n'est-ce pas, une certaine valeur à l'Afrique, d'électrifier, de faire arriver de l'eau potable dans les maisons, de donner le minimum vital à tout Africain qui a compris qu'il est temps que l'Afrique se réveille et qu'elle brille, qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Voilà. Nous nous intéressons également aux industriels qui souffrent de déficits énergétiques dans leur processus de production. Ils n'ont pas d'énergie en continu. Les industriels qui sont dans les parages des cours d'eau, même si c'est à 3 km ou même 5 km, qu'il y a un cours d'eau important et que l'industriel estime qu'il est possible pour lui d'acquérir 1 kW de puissance installée à l'ordre de 3000 €, bien sûr, je parle de la puissance produite, eh bien, on peut monter un projet, il aura, sur toute la durée de vie de son projet de transformation de ses ressources, une énergie gratuite, une énergie permanente, une énergie de puissance. Il n'y aura plus de factures à payer, puisque au Cameroun et dans tous les autres pays d'Afrique, la loi, le code, la loi sur l'eau, sur l'électricité également, permet aux producteurs autonomes de produire de l'électricité pour leur propre consommation ou de produire de l'électricité pour la commercialiser au niveau local, au niveau même du national, si bien sûr le concessionnaire qui est agréé accepte d'acheter les kilowattheures produits. Voilà, la législation le permet. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ici qu'on s'achève avec un petit secret, n'est-ce pas? C'est un secret, c'est une astuce qui peut réveiller beaucoup d'idées. Comme ça, vous pouvez installer votre mégawatt privé. Votre kilowatt privé, kilowatt ou 5 kilowatts, 10 kilowatts, c'est déjà beaucoup, hein, et devenir un distributeur d'électricité dans votre zone. Et pour cela, vous aurez bien sûr le kilowatt produit. C'est ça qu'on... Voilà, le kilowatt produit, mais le kilowattheure... non, le kilowatt installé, c'est la puissance, mais lorsqu'elle est installée, eh bien, pendant toute la durée où elle est installée, elle produit une énergie, donc qui, elle est exprimée en kilowattheure. Le kilowattheure, c'est l'énergie, mais le kilowatt, c'est la puissance. Sa puissance, voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci encore d'être restés nombreux à nous écouter. Merci encore. Nous reviendrons la semaine prochaine avec le même Monsieur Kwang pour cette fois-ci parler de l'eau potable en Afrique, les possibilités qui se présentent à nous. Encore une fois de plus, merci Monsieur Kwang, et nous vous disons à très bientôt. Merci. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.